Les musulmans peuvent-ils adopter des valeurs laïques ? Existe-t-il des oppositions entre les enseignements du Coran et la démocratie libérale ? Ce petit livre, sous la forme de dialogue, se propose de rejeter les réponses simples à ces questions. Donc le livre s'appelle L'islam et l'avenir de la tolérance, un dialogue. Et il est disponible en français. Et en fait, ils ont même fait un film dessus, qui s'appelle aussi L'islam et l'avenir de la tolérance, un dialogue. Donc si vous avez la flemme de lire le livre, c'est assez cool. Et donc c'est un dialogue entre Sam Harris, qui est un athée célèbre, et Maajid Nawaz, un ancien extrémiste et musulman modéré, donc ancien extrémiste et aujourd'hui musulman modéré. Et plus qu'un dialogue, en fait, c'est surtout Sam Harris en fait, qui questionne Maajid sur les questions que j'ai évoquées au début. Et j'ai bien aimé le teaser du bouquin que je vais lire. C'était marqué « Sam Harris et Maajid Nawaz présentent un antidote à la rhétorique et à l'obscurantisme. L'antidote étant le dialogue honnête, guidé par la croyance qu'aucune idée n'est au-dessus de la remise en question, guidé par la croyance que tout le monde mérite la dignité, Harris et Nawaz se challengent l'un l'autre, leurs lecteurs, et trouvent des terrains d'entente. » Et je sais que t'aimes bien, Georges, alors je vais présenter les auteurs. Ça, tu seras content. Non, mais c'est intéressant de savoir d'où les gens viennent, tu vois, pour... Bah là, là, pour le coup, c'est hyper intéressant, justement. Donc, c'est un dialogue entre Sam Harris, qui est un écrivain spécialiste en neurosciences, et il est surtout connu pour faire partie des 4 athées les plus connus aux US, avec Dennett, Dawkins et Hitchens. Et en gros, en anglais, on les appelle les Four Horsemen. On les compare genre aux 4 cavaliers de l'Apocalypse de la Bible. Et ils font partie en fait du mouvement appelé le Nouvel Athéisme, qui revendique que la religion ne devrait pas être simplement tolérée, mais devrait être critiquée et exposée à des arguments rationnels à chaque fois qu'elle apparaît. Et donc c'est ce qu'on appelle le néo-athéisme. Et donc ça c'est intéressant, je savais pas ça. Tu connais pas ? Non, en fait, donc l'athéisme, ça dit que il faut que la religion relève de la sphère privée et que chacun est libre de ses croyances tant que ça empiète pas sur la liberté de l'autre. Et le néo-athéisme, ça dit que la religion, c'est potentiellement néfaste et qu'il faut l'exposer à la critique, c'est ça ? Là, je t'ai lu la définition Wikipédia. Okay. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je pense qu'une bonne définition pour bien comprendre, c'est plus c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est apparu après le 11 septembre aux États-Unis. Okay. Et ça a été lancé par Sam Harris, qui a fait un livre qui s'appelle The End of Faith. Et ça a fait des ventes pas possibles, alors que c'était son premier bouquin. Et donc, je pense que néo-athéisme, c'est cette espèce de vague, en fait, okay. de succès. De ce sujet-là, qui est apparu après le 11 septembre aux États-Unis. Ok. Et donc ça, c'était pour Sam Harris. Et Maajid Nawaz, il a le droit à sa petite biographie dans le bouquin, donc parce qu'il est extrêmement intéressant, et donc on va le faire dans 2 secondes quand on va commencer. Moi, je voulais juste souligner que ce dialogue, en fait, il est intéressant parce qu'il a fait changer d'avis Sam Harris sur quelques sujets. Quand ils se sont rencontrés avec Maajid, en fait, c'est parti très vite en clash. C'était pendant un dîner et Sam Harris lui avait sorti un truc du genre tout le monde reconnaît que vous avez le travail le plus dur au monde, votre travail semble consister à prétendre que l'islam est une religion pacifique et à le répéter jusqu'à ce qu'on finisse par y croire. Prétendre quelque chose pendant assez longtemps et assez fort serait-il le remède ? Et en gros, l'autre, il l'a regardé, il a fait est-ce que vous me traitez de menteur ? Et c'est parti en gros clash pendant le dîner. Ouais. Et ils se sont pas reparlé pendant 4 ans. Et après ils se sont dit mais en fait ça serait utile peut-être de discuter en fait et de s'écouter. Et du coup après suite à cette discussion, Sam Harris il a dit plein de fois publiquement qu'il avait évolué sur pas mal de sujets grâce à Maajid. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant comme bouquin. Et c'est cool ça parce que c'est assez basique de dire ça, mais c'est assez précieux et rare les personnalités publiques qui avouent avoir évolué sur des sujets, tu vois. Et en fait, c'est triste de se rendre compte que, genre, justement, l'apanage des gens intelligents, c'est qu'ils changent d'avis et qu'ils apprennent et qu'ils sont capables de reconnaître leurs erreurs, tu vois. Et c'est triste de se rendre compte, dans le monde d'aujourd'hui, le nombre de gens, quand même, relativement influents et puissants, qui sont incapables de reconnaître une erreur, quoi. Genre, que ce soit en France, dans la gestion du Covid, que ce soit Trump ou n'importe qui, j'ai l'impression que la norme politique aujourd'hui, c'est de ne jamais reconnaître une erreur, tu vois. Et que du coup, après, tu rentres dans une... tu rentres dans des accusations d'autrui, des accusations du contexte, etc. Et jamais toi-même tu te remets en question.
Après, peut-être qu'il y a des raisons électorales à ça et autres, tu vois. Ouais, Mais c'est d'une tristesse de se dire que jamais personne ne reconnaît soit avoir commis une erreur, soit avoir évolué. Ou même les médias aussi, genre, l'opinion publique parfois sanctionne ou genre. Sanctionne les gens qui changent d'avis, ils sont là, ah mais il est incohérent, etc. Ouais. Enfin, si le mec t'explique et À des intervalles de 10 ans, hein, des fois. Hein. Exactement. Ouais, alors que si le mec t'explique qu'il a évolué, genre moi il y a 10 ans, heureusement que j'ai évolué pas. Enfin, moi maintenant par rapport à il y a 10 ans, heureusement que j'ai évolué. Quoi. C'est ça. Mais c'est pour ça en fait j'ai bien aimé l'intro du livre où en fait ils disent que l'antidote c'est le dialogue honnête en fait. C'est de se dire bah on va concéder du terrain quand on se rend compte qu'on n'avait peut-être pas tous les éléments et que l'autre a été persuasif. Quoi. Exactement, il faut que les auditeurs, les lecteurs, les citoyens soient capables de reconnaître aussi que c'est l'apanage des gens intelligents quoi, de changer d'avis. Ouais, mais complètement. Et que c'est bien, quoi, tu vois. Genre. Complètement. Donc là, je vais commencer par le commencement du livre, en fait, qui est une petite biographie de Majid, qui est très intéressant comme personnage. Donc c'est quelqu'un qui est né à Essex, en Grande-Bretagne, et qui a rejoint le groupe Hizb ut-Tahrir à 16 ans. Un groupe qui a été fondé en 1953 et qui est le premier groupe islamiste ayant popularisé l'idée de créer un califat ou un État islamique. Alors, je sais pas si tu connais un peu le concept du califat. Non. Donc, alors c'est très compliqué. Moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Le Califat et j'ai toujours pas compris. D'accord. mais du coup, en gros, c'est une entité avec à sa tête le délégué ou le représentant de Dieu sur Terre. Et c'est le titre porté par cette personne-là qui est censée être aussi un descendant de Mahomet, si je comprends bien. Ok. Et donc un calife, ça serait la personne qui se place dans la continuité de ce système, quoi. En gros, c'est le descendant de Mahomet, représentant de Dieu sur Terre. Voilà. Et je vais pas rentrer dans les détails sunnites, chiites, ibadites, mais en gros j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose de sunnite, le concept du calife, même s'il y a eu un califat chiite à un moment, le califat fatimide, ce qui contribue au fait que je ne comprends rien. Donc le groupe dont il fait partie, la Hizb ut-Tahrir, le but c'était de convaincre les gens, plus que de pratiquer le terrorisme. Et il explique que, en 1999, il a pris un an de pause, Majid, dans l'obtention de son diplôme d'arabe. Il est allé au Pakistan pour fonder la branche pakistanaise de Hizb ut-Tahrir. Et le Pakistan avait testé sa première bombe atomique et notre leader, donc le leader de Hizb ut-Tahrir, aspirait à mettre en place un califat nucléaire, entre guillemets. En 2002, il a été emprisonné en Égypte, donc à 24 ans, et apparemment, c'est pas hyper marrant la prison en Égypte. et en prison là-bas, après discussion avec d'autres prisonniers et avec des gens d'Amnesty International, en fait, il a décidé de changer de credo et il s'est lancé sur le chemin des droits de l'homme. Et en 2008, il a fondé Quilliam, donc qui est la première organisation contre-extrémiste. Donc bref, c'est un mec qui sait de quoi il parle et qui est intéressant, quoi. Ancien extrémiste et hyper engagé dans la lutte contre extrémistes aujourd'hui. C'est marrant, et c'est une histoire de film, quoi. Et genre, en gros, c'est un truc de ouf. Et c'est le mec en prison, il a un peu changé d'avis, quoi. C'est ça. Okay. C'est ça. Et il y a une info un peu sympa, c'est que... C'est American History X, mais en musulman, tu vois. Ouais, grave, ouais, grave. Et du coup, son organisation ont été classées par le Southern Poverty Law Center dans un guide sur les extrémistes anti-musulmans. Donc c'est quand même une assez grosse insulte, quoi. Et donc, refusant de corriger, Majid les a attaqués en justice et il a gagné. Donc, son organisation a gagné 3,4 millions de dollars pour diffamation. Et le Southern Poverty Law était obligé d'admettre qu'ils ont eu tort et de les inclure et de les exclure de cette liste. Et ils ont fait une vidéo d'excuses qui est hyper drôle. Voilà. Ah oui, donc après avoir été extrémiste musulman, il a été classé comme extrémiste anti-musulman. C'est ça, ouais. Okay. C'est ça. Et donc les autres ont dû s'excuser dans une vidéo YouTube qui est assez marrante, reconnaissant que son organisation avait fait d'importantes contributions au discours public, faisant la promotion du pluralisme et en condamnant l'islamophobie aussi bien que l'extrémisme. Donc ça, c'était pour le petit Majid, qui est un personnage... type American History X, comme tu dis. Ouais, juste pour revenir sur le concept de califat, parce que c'est un peu d'actualité avec Daesh, etc. Ouais. C'est le concept pour les musulmans d'avoir une terre qui est régie par la charia,
qui est dirigée par le calife, qui est le potentiel descendant du prophète. Ouais. Et voilà, une société genre qui est globalement qui est accueillante pour les musulmans du monde entier dans le cadre de la charia et gérée par le descendant du prophète. Moi, j'aurais dit ça comme ça. Ouais. Ok. Moi, j'aurais dit ça comme ça. Et après, tu peux avoir des disputes sur des gens qui considèrent que non, il doit pas y avoir de califat. Tu peux avoir des gens qui vont considérer qu'il doit y en avoir un, mais c'est pas la bonne personne. Tu vois, après, t'as ce genre de débat là. C'est une sorte de Vatican musulman, quoi. Ouais, mais après, on peut faire ce genre d'analogie. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas loin. Ouais. Et donc là, le bouquin, après avoir fait la bio de Majid, en fait, il commence par une description que personnellement j'ai trouvé pas mal utile. Et qui décrit le monde musulman donc sur la base d'une série, en prenant l'image d'une série de cercles concentriques, en gros du plus extrême au moins extrême. Et donc il dit, au centre de ces cercles concentriques, il y a les djihadistes, et donc il donne sa définition à chaque fois, Majid, et dit djihadiste, c'est utilisation de la force pour propager l'islam. Voilà. Donc État islamique, Al-Qaïda, Al-Shabaab, Boko Haram, voilà. Donc ceux qui ont envie de tuer des infidèles et de devenir des martyrs. Ensuite, il y a un cercle plus grand qui va appeler les islamistes et qu'il définit par le désir d'imposer une vision de l'islam à la société, une version de la charia à la société. C'est des gens qui seraient plutôt motivés politiquement, qui vont pas chercher à tuer ou à se faire tuer pour accomplir ça. Ils vont préférer le bulletin de vote ou la révolution. Et attention, subtilité, c'est-à-dire qu'on peut être islamiste et avoir une vision super cool et pisse de l'islam et vouloir l'imposer à la société. Tu vois, ça, c'est pas incompatible en fait. La définition de l'islamiste, c'est je veux imposer ma vision de l'islam sur la société. Ok. Mais même sur les non-musulmans en l'occurrence. Ça dépend. Ouais, c'est pas inclus dans la définition. Ok. C'est pas inclus dans la définition. Mais ça, c'est les subtilités que tu cites. Effectivement, on va en parler après. Parce qu'il y a plein de subtilités. Et d'ailleurs, j'avais entendu un truc sur BFM là avec Tariq Ramadan. Enfin, no comment sur Tariq Ramadan, mais genre, je sais plus, Bourdin lui disait oui, vous voulez imposer la charia ou je sais pas quoi. Et il avait répondu oui. Et la charia, ma charia, moi, c'est la loi française, tu vois. Oui. Donc en gros, tu vois, c'est pour te dire que c'est quand même un terme qui désigne avant tout la façon dont tu interprètes l'islam. Voilà. Donc là, c'est pour djihadiste. Pour islamiste. Ouais. Donc on a vu djihadiste, islamiste, et encore après il y a un cercle encore plus grand. En fait, du coup, djihadiste et islamiste, c'est strictement la même chose, sauf que l'un est prêt à utiliser la violence, l'autre non. Finalement. Oui. Parce que tu pourrais dire aussi qu'un djihadiste, il veut imposer une vision de l'islam, genre un peu stylé, pacifique, mais par la violence. Oui. Finalement. C'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Oui, c'est-à-dire que c'est des définitions, effectivement. Tu pourrais dire ça. Ouais. Ok. Et donc ensuite il y a un cercle encore plus grand qu'il appelle les musulmans conservateurs, et il dit c'est ceux qui n'adhèrent pas à 100% de tout cœur avec la vision contemporaine des droits de l'homme. En Égypte par exemple, les musulmans conservateurs ont rejeté les frères musulmans qui étaient un parti politique islamiste, et Majid dit ils peuvent poser certains problèmes au niveau des droits de l'homme, ils veulent pratiquer leur religion comme bon leur semble et ne veulent pas que l'État leur dise comment faire. Donc ça c'est les musulmans conservateurs. Et enfin, il décrit un cercle encore plus grand qui est les musulmans modérés ou encore réformateurs musulmans, ou ils les appellent musulmans libéraux, qui veulent vivre avec des valeurs modernes mais qui ne sont pas vraiment athées. Est-ce que déjà c'est clair pour toi un peu les différents cercles, les définitions Moi j'avais pas forcément ces définitions en tête, enfin, c'était un peu flou, mais non, c'est bien de donner une structure, tu vois. Mais oui, je pense que ce qui est intéressant aussi dans ce système de cercle concentrique, c'est que ça s'applique à n'importe quelle religion / idéologie. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est qu'en fait, tu prends n'importe quelle idéologie, il y a effectivement un noyau dur de vénères qui veulent l'imposer par la violence, un truc un peu plus élevé. J'avais pas pensé à ça. Et en fait, c'est intéressant comme schéma de pensée parce que tu peux du coup finalement l'appliquer à n'importe quoi. Je pense même les chrétiens, on a des gros vénères. Oui, c'est vrai. Après, la question, c'est quelle est la taille de chaque cercle. Alors, et quelle est la proportion entre, tu vois. Donc, et par exemple, certains pourraient arguer que la proportion de vénères chez les musulmans, le cercle est plus grand de base. Enfin bref. Alors voilà, donc du coup, là en fait, il a la question de Samaris. Après, c'est et toi, Majid, tu mets combien de personnes dans chacun des deux. Voilà. C'est ça. Donc, et le delta entre chaque cercle, tu vois, c'est intéressant. Ouais, voilà. Ouais. Donc pour rappel, il y a 1,6 milliard de musulmans dans le monde. Okay. Donc c'est beaucoup. Je crois que les gens si tu demandes en France, ils vont le voir à la baisse. Ouais, ça c'est intéressant d'ailleurs. C'est quoi on a en tête le classement un peu des religions les plus pratiquées
C'est christianisme. En 1, c'est christianisme, ouais. Ouais, je pense. Ok. Après, je pense que t'as l'hindouisme qui doit faire un gros score avec l'Inde quand même. Ok. Islam, Ok. 1,6 milliard quand même, c'est. Bon, on regardera, on mettra peut-être en lien dans la vidéo, mais ça m'intéresse de savoir c'est quoi les... Ouais, c'est un peu équilibré, je pense. Okay. C'est pas, ouais. Et aussi de savoir la dynamique, genre lesquels gagnent plus d'adeptes, lesquels perdent. Ah etc. oui, ça je sais pas du tout, ouais. Parce que ça c'est intéressant pour voir effectivement donc, le niveau de prosélytisme potentiel d'une religion ou le niveau d'attirance qu'une religion exerce sur... Bref. Exactement. Et donc il commence par dire que tout ce qui est djihadiste, en fait, c'est un tout petit nombre, mais très bien organisé. Et donc ils font pas l'exercice de le chiffrer ici, mais ils disent que c'est infime en gros sur les 1,6. Et ensuite le chiffre intéressant, c'est combien de personnes sont islamistes selon la définition qu'on a donnée au-dessus. Et en fait la méthodologie que Mahajid applique, c'est qu'il dit je fais une analyse sur 40 ans d'élections dans les pays à majorité musulmane et je regarde qui vote pour les partis islamistes. Ouais. Voilà. Bon, c'est une approche comme une autre. Et donc, il trouve... C'est intéressant. Voilà. Et il trouve 15%. Ok. Voilà, comme chiffre. Sur les 40 dernières années. Voilà. D'accord, il prend la moyenne, d'accord. Voilà. Parce que potentiellement, les dernières années, ça pourrait être plus pour... Non. Ouais. Alors, c'est pas une question de donner un chiffre avec 3 virgules derrière, en fait, parce que c'est quand même une définition un peu... Voilà. Mais il dit, voilà, c'est 15%. Quand tu regardes qui a voté pour les partis islamistes, il dit en Égypte, c'est 25% au premier tour pour les frères musulmans. Donc il dit en général son estimation c'est entre 15 et 20%. Voilà. Ça c'est pas négligeable quand même, tu vois. Ça c'est pour moi cet aspect-là est vachement intéressant, c'est de dire qu'il y a quasi, si on considère cette méthodologie valide, c'est ça. C'est qu'il y a quasi un musulman sur 5 qui souhaite imposer sa vision de la religion à l'ensemble de la société et il souhaite que sa religion s'immisce dans le quotidien des gens et il refuse la séparation de la religion et de l'État. C'est ça. Et ça, c'est majeur quand même, 1/5. Alors, c'est ça, mais attention que c'est dans le monde, et donc ça pourrait, il le rappelle, ça pourrait ne pas être représentatif en fait des musulmans qui vivent en Occident en fait. Oui. Voilà. Donc ça reste. Ça, c'est dans les pays musulmans du coup. Voilà, exactement. Donc il y a 1/5 des musulmans dans les pays à majorité musulmane. Exactement. D'accord. Mais tu vois, c'est quand même encore relativement puissant quoi. Parce que je pense que tu peux pas. Enfin, faudrait faire l'exercice, mais je pense que tu peux pas. À mon sens, c'est une différence majeure avec les adeptes chrétiens, parce que peut-être que si tu fais ce même genre d'approche dans les pays à majorité chrétienne, t'as pas 1/5 des chrétiens qui veulent imposer leur religion et qui veulent que la religion régisse leur quotidien, etc. Quoi. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, Samaris, il me dit, il répond que ça lui semble honnête, bien que pas mal de gens pensent que c'est une fiction outrageuse qui témoigne de mon racisme infini. Et Majid répond, ça serait plus utile de se concentrer sur les idées plutôt que de s'insulter. Et voilà. Et il dit, donc le reste et donc la majorité, c'est des musulmans conservateurs et il fait pas de chiffrage pour les musulmans réformateurs qu'il considère comme aussi trop peu nombreux. Et là, Samaris, il pose une question qui est hyper intéressante. En fait, il demande, parce que ça c'est un argument qui revient toujours en fait, que faut-il penser d'un pays qui vote pour le parti islamiste à 15%, mais qui dans les sondages, par exemple, va répondre à 50% sur le fait qu'ils sont favorables pour que les apostats soient tués. Donc les apostats, c'est ceux qui quittent la religion. Donc qu'est-ce que tu penses d'un pays comme ça en fait ? Et c'est vrai que c'est une question intéressante. Et en fait, ça c'est un point qui revient souvent, et donc tu peux peut-être montrer, Georges, c'est ce qu'on appelle les sondages Pew, P-E-W. Et donc en fait, on mettra le lien, et c'est toute une série de sondages qui sont assez intéressants. Donc là, par exemple, tu es en train de montrer le pourcentage de musulmans qui pensent que la charia c'est le mot de Dieu, et pas que ça a été développé par les hommes basé sur les mots de Dieu. Et donc, on voit que c'est des chiffres à deux chiffres en fonction du pays, donc ça tourne autour de 50%. Et peut-être que tu peux essayer de trouver un sondage un peu plus parlant qui est là si tu reviens. Ouais, mais ça c'est intéressant, c'est-à-dire que en fait on voit le graphe et on voit que dans la plupart des pays, une majorité, en fait la question, il y a deux réponses possibles, c'est soit tu considères que la charia c'est l'interprétation des hommes de la parole de Dieu, soit tu considères que c'est la parole de Dieu directe et du coup elle est sacrée et elle doit être prise en tant que telle, etc. Exactement. Et en fait dans la majorité des pays,
la majorité des gens considèrent que c'est pas une interprétation, en fait, c'est pas un dogme, c'est la parole directe de Dieu. C'est ça. Voilà. Et donc ça, c'est ce premier sondage. En fait, ce qui est intéressant là-dessus, pour moi, ce qui en découle, c'est que du coup, il y a une sensibilité extrême sur les propos en question, puisqu'on considère que c'est les paroles directes de Dieu. Tu peux beaucoup moins les remettre en question. Ça va poser des problèmes pour si tu veux être un réformateur. Ouais. Exactement. Ouais. Ok. Donc ça, c'est ok. Donc ça, c'était une ou plusieurs interprétations de la charia. Pareil, t'es pas obligé de t'arrêter sur celui-là. C'est des chiffres à 2 chiffres. Fais voir un peu en bas. Voilà, ça peut être hyper intéressant si tu montes celui-là. Là, c'est qui est en faveur de faire de la charia la loi du pays. Tu vois. Et donc ça vient rentrer un peu en contradiction avec le fait que les gens votent pour les partis islamistes à 15%, parce qu'ici en fait on a beaucoup de chiffres au-dessus de 50%, et voire des trucs au-dessus de 80% pour Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Ouais, c'est fou ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça, potentiellement, tu peux avoir uniquement une minorité de gens qui votent pour un parti islamiste, mais en fait, quand tu leur poses la question, est-ce que tu souhaites que la charia remplace la loi civile de ton pays ? C'est ça. Il y a une majorité de gens qui disent oui. Et qu'est-ce qu'on fait de ces cas-là, du coup ? Et je te propose de faire encore un dernier sondage, et après on va interpréter. Donc non, pas ça. Tu l'aimes bien celui-là ? Non, pas ça pour moi, mais pas encore. Et je crois qu'il y en a un juste intéressant. Ouais, voilà, par exemple celui-là. Êtes-vous en faveur des châtiments corporels pour les crimes tels que le vol ? Et donc pareil, ici on a des 30%, des 40%, des 50%, des 70% en fonction du pays. Okay. Alors que tout à l'heure on disait quand même que y a 15% des gens qui votent parti islamiste. Et donc la question c'est comment c'est possible en fait d'avoir cette espèce de décalage entre ces deux choses-là. Pourquoi tu peux voter à 15% pour un parti islamiste, mais dans un sondage dire que tu penses que les apostats devraient être tués ? Et en fait, je me suis renseigné. Après, je pense aussi que ça peut être lié à la personnalité qui incarne le parti en question. Enfin, tu vois, quand tu votes pour un parti, c'est pas uniquement pour ses idées, c'est aussi pour qui le représente et machin. Donc déjà, c'est une première dichotomie que tu peux avoir. Ouais, c'est une première interprétation, je pense, qui est pas mal. Il y en a également une autre qui est souvent citée, c'est que en fait les gens en fait ils ont de la dissonance cognitive en fait, et c'est-à-dire que ils peuvent dire qu'ils pensent quelque chose mais pas après agir de cette façon-là. Les retours que j'avais eu quand j'ai cherché sur ce sujet, les gens ils disent en Égypte les gens sont potes avec les apostats quoi. Enfin, non mais tu vois genre ils sont pas en train de les caillasser ni rien. Et donc en gros ce qu'on dit c'est que quand tu leur poses la question directement, sachant qu'un apostat c'est un non musulman, on est d'accord ? Non, c'est quelqu'un qui est musulman et qui a quitté la religion. Ah, donc c'est quelqu'un qui est musulman et qui est devenu potentiellement athée ou d'une autre religion. Exactement. Okay. Et en fait si tu veux là les châtiments corporels pour le vol et les histoires d'apostats, c'est des choses là les choses qu'on retrouve dans les sondages, c'est des choses qui sont directement extraits des textes sacrés. Et du coup, effectivement, pour un musulman, c'est très dur de le remettre en question. C'est très difficile de dire non de façon directe. Et donc, tu peux avoir des chiffres qui sont assez hauts, en fait. D'accord. C'est-à-dire que la personne va avoir une dissonance cognitive, va dire non, c'est marqué dans le texte, donc c'est comme ça que je me comporte. Mais dans les actions, tu le retrouves pas forcément. Mais ça aussi, c'est vachement intéressant parce que les sondages, c'est quand même un outil vachement utilisé en règle générale. Et souvent, il y a plein de griefs sur les sondages. Il y a la manière dont c'est posé qui peut introduire des biais, etc. Mais ça, c'est un grief intéressant. Tu peux dire que l'opinion peut être réellement représentative. Enfin, le sondage peut être réellement représentatif de ce que disent les gens ou de ce que croient penser les gens. Mais finalement, en fait, c'est les gens eux-mêmes qui ont une dissonance et c'est pas le sondage qui représente mal. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a plein de fois où on découvre a posteriori, etc., qu'en fait, il y avait une dissonance entre un sondage et ce que les gens font réellement. Et souvent on remet en question le sondage. Et en fait ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement des cas où c'est pas le sondage qui est remettre en question, mais c'est les gens eux-mêmes qui sont dissonants quoi. Et l'image que j'aime bien, c'est l'image que donne Sam Harris dans une autre interview. Il dit il y a probablement plusieurs couches qui sont en jeu. C'est-à-dire que dans un pays où je sais pas moi 86% des Égyptiens, par exemple, pensent qu'il faut tuer les apostats.
Lui, ce qu'il dit, c'est que, tu vois, même s'ils ont répondu favorablement au sondage, en fait, il y a plusieurs couches. Imagine, il y a un lynchage d'un mec, d'un apostat. Là, tu vas avoir les gens qui vont... Actifs, qui vont vouloir le tuer. Tu vas avoir les gens qui vont être saucés, qui vont filmer, mais qui l'auraient pas à tuer eux. Tu vas avoir les gens qui sont un peu d'accord, mais qui vont rien faire. Tu vas avoir les gens qui vont être pas trop d'accord, mais qui sont pas trop sûrs et qui vont rien faire. Et tu vas avoir les gens qui peut-être avaient voté oui au sondage, mais qui vont voir que le truc est horrible et qui vont empêcher le truc, tu vois. Oui. Et donc, tu as vraiment plusieurs couches, en fait. Donc, il y a vraiment une gradation. Et ouais, et puis aussi, quand tu réponds à une question un peu théorique comme ça, tu peux même toi-même savoir que genre, à titre individuel, enfin, que t'aimerais pas toi-même, par exemple, mettre en œuvre ce que t'es en train de dire. C'est ça. Tu vois, genre, par exemple, il y a des gens qui sont, je sais pas, les gens qui sont pour la peine de mort, par exemple, ils veulent pas nécessairement eux-mêmes être les bourreaux, tu vois. Mais ils peuvent être pour la peine de mort, tu vois. C'est ça. Et enfin, moi, je le vois aussi. Moi, il y a plein de positions théoriques que j'ai. Par exemple, je suis contre les écrans. Je trouve que dans les sociétés modernes, on a une addiction aux écrans. Je suis contre la pub. Je trouve que la pub, c'est un gros problème, etc. Mais par contre, dans mon quotidien, mon métier, c'est de faire des pubs. Tu vois. Ouais, d'accord. Et en fait, on a tous ces dissonances-là, quoi. En fait, le truc, c'est qu'on s'aménage, enfin, on aménage notre idéal et nos valeurs avec la réalité de la vie, quoi. C'est ça. Et l'exemple qu'il donne, c'est il dit, je pense par exemple qu'il faut lapider en cas d'adultère. Donc je suis donc avec le texte, je suis ok, mais je rationalise en disant qu'il faut 4 témoins, donc ça va jamais arriver, quoi. Tu vois, voilà. Et donc ça me va, tu vois. Ça me va comme status quo. Mais ça, c'est intéressant, par exemple. Enfin, je trouve que ce débat-là, je sais pas comment le qualifier, mais c'est vachement intéressant aussi sur la fiscalité, tu vois. Parce qu'en fait, si tu demandes aux gens, enfin, si tu raisonnes pour la fiscalité ou même pour la plupart des politiques publiques, si tu raisonnes à titre individuel, à ton échelle, très souvent tu vas être extrêmement égoïste et être contre l'intérêt général. Enfin, souvent, on va dire. C'est-à-dire que si on te dit, toi, je sais pas, est-ce que t'es pour qu'on te prenne 80% de ton héritage ou machin, tu vas dire non, bien sûr, moi je veux pas, je veux donner des trucs à mes enfants et ça. Mais par exemple, si tu prends du recul sur ta situation personnelle et tu veux décider de la politique publique au niveau global, dans ce cas-là, tu peux être pour un type de fiscalité qui est beaucoup plus intéressant pour le commun des mortels, tu vois. Mais dès que tu te l'appliques à toi, c'est beaucoup plus dur. En fait, c'est intéressant parce que cet exercice-là, de se sortir de son cas personnel, ça permet on va dire, d'émettre une opinion qui est plus raisonnée et plus intelligente et moins liée à tes émotions, tu vois. Que si juste tu pars de ton cas personnel. Enfin, en tout cas, par exemple, sur ces questions un peu difficiles de type religion et fiscalité, moi je trouve ça intéressant de pas partir de son cas personnel parce que nous tous, enfin en tout cas ça dépend, peut-être qu'il y a des gens qui sont extrêmement altruistes et qui sont meilleurs que moi, tu vois. Mais moi si je pars de mon cas personnel, genre très souvent je suis un bâtard en fait, je veux pas j'ai pas trop envie de partager, j'ai envie d'aider ma famille. Non mais tu vois, j'ai envie d'aider ma famille, j'ai envie d'avoir un grand appart normal, tu vois. Mais après j'essaie de prendre du recul et je dis non, ce qui est bien pour le pays, tu vois. Bref, c'est intéressant. Et c'est un sujet qui sort souvent et j'étais content dans mes recherches de comprendre un peu les différentes nuances qu'il pouvait y avoir dessus. Il donne aussi un exemple intéressant. Vas-y, Non, mais en fait, désolé, c'est pas le sujet du livre, mais sur ce sujet-là, je le trouve vachement intéressant et ça peut potentiellement justifier le fait que genre la politique ce soit un métier en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire ? Non, vas-y, dis. Parce que genre, si tu dis que la politique c'est un métier en tant que tel, c'est-à-dire que les gens qui prennent des décisions pour la collectivité, ils sont pas nécessairement dans la société civile, etc. Enfin, ils sont un peu extraits de ça. Tu peux dire que du coup, ça leur permet de prendre des décisions plus clairvoyantes. Ah, d'accord, ok. Tu vois, que s'ils étaient eux-mêmes ancrés, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça se débat, mais ça peut être un argument en faveur de ça. Ouais. Non, mais oui, et voilà, bon, ces histoires de gradation, tout ça, j'étais content de les trouver. Et juste pour compliquer encore un peu, il donne un exemple intéressant qui montre que tout n'est pas aussi simple qu'on en aurait envie, parce qu'il dit il y a aussi des fondamentalistes qui opposent l'islamisme. Ils disent que c'est une connerie venue de l'Occident, qui s'inspire des systèmes de lois occidentaux. Ils disent que ça politise leur religion. Et donc, par exemple, il y avait les Barelvi qui sont en Asie du Sud. Qui sont des extrémistes anti-islamisme, d'après ce que je comprends, et qui chantaient Maoudoudi, donc un islamiste, est pire que 1000 juifs.
Et donc voilà, ils chantaient ça. Et donc ils sont pas contents. 1000 juifs quand même, t'imagines? Ouais. Non, déjà voilà. Un juif, t'imagines? Ouais, c'est là, il est pire que 1000 juifs. Quoi. Et donc ils étaient pas contents. Et donc voilà, bon, Majid il dit, donc voilà, mais ça c'est des subtilités, tu vois. Ouais. Et donc il dit, voilà, Majid il dit, on est face à deux challenges, l'islamisme et le djihadisme d'un côté, et l'avancement des droits de l'homme et de la culture démocratique de l'autre. Les musulmans seront nos alliés sur le premier projet, donc pour lutter contre l'islamisme et le djihadisme. Par contre, pas nécessairement sur le second, si ça commence à venir empiéter sur la pratique de leur religion. Ouais. Voilà. Oui, en fait, je m'y connais pas bien, hein, donc c'est peut-être faux ce que je dis, mais voilà. Ouais. On apprend. Hein. On est là pour dire des conneries. On est là pour dire des conneries. J'ai l'impression quand même que... Pourquoi il y a ce problème-là, c'est que genre, j'ai l'impression que quand même la religion musulmane, c'est beaucoup plus une religion du quotidien que par exemple la religion chrétienne. C'est-à-dire que c'est une religion où en tout cas dans les textes sacrés, t'as genre on émet des recommandations et des règles pour le quotidien. Beaucoup plus que dans d'autres religions. D'accord. Et que du coup, ça a tendance ça peut être beaucoup plus en contradiction avec les lois d'un État ou avec le droit de l'homme, ou etc., ou avec genre une république, ou un pays où la religion est dissociée du politique. Ouais. C'est difficile parce que quand ta religion, elle t'impose un certain nombre de trucs au quotidien, et c'est pas uniquement un système de valeurs. Tu vois, c'est des trucs très concrets. Ça peut être interprété comme un système politique et comme un Exactement. système de loi. Ouais. Exactement, ça peut être interprété comme un système politique. Enfin, ça peut plus être interprété comme un système politique et de loi que la religion chrétienne. Et du coup, ça a beaucoup plus tendance à clasher avec la manière dont on conçoit l'État dans les sociétés occidentales, quoi. Ouais. Non, mais c'est peut-être vrai. Ouais. En fait, c'est une religion plus du quotidien et plus politique, intrinsèquement peut-être, tu vois. Et peut-être qu'il y a d'autres religions qui sont plus spirituelles et métaphysiques, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Bah non, mais oui, enfin, les religions sont différentes entre elles, c'est sûr. Ouais. Il y a des gens qui veulent pas croire à ça, ils pensent que tout est équivalent sur tous les points. Mais oui, il y a des différences, ouais. Donc Samaris, selon lui, il dit qu'il y a aujourd'hui dans le discours public, donc là il parle aux US, une grande industrie de l'indignation qui a pour but de promouvoir le fait qu'il n'y a aucun lien entre le comportement des extrémistes et les vues religieuses qu'ils pourraient avoir. Donc il trouve qu'il y a pas mal de désillusions libérales à ce niveau-là. Selon lui, il y a des personnes éduquées avec un avenir rempli d'opportunités qui peuvent se dévouer aux versions les plus austères de l'islam et qui vont articuler les raisons religieuses qui les ont poussés à faire ça dans des vidéos YouTube et qui vont confesser leurs croyances sur des vidéos YouTube ou alors avant de se faire exploser. Et il dit que si ça ne permet pas de convaincre qu'il y a un lien entre le comportement des extrémistes et les vues religieuses, Samaris dit le jeu est pipé. Okay. Et donc c'est-à-dire qu'il dit quand le gars t'explique ses motivations pour avoir fait quelque chose et que quand même à la fin en tant que libéral tu dis c'est pas à cause de ses vues religieuses, c'est à cause de la politique, lui quelque part il dit c'est quand même, là il peut plus rien faire, quoi. Ouais, d'accord, je vois. Et, genre en gros l'argument qu'essaye de dire Samaris, c'est que que genre il y a un certain nombre d'actions extrémistes qui ont été faites, qu'il faut accepter que ce soit qu'elle découle de l'opinion religieuse du mec et pas d'autres, du moins en partie, et pas d'autres facteurs, quoi. Ouais, mais il faut pas essayer de chercher que potentiellement il faut accepter, il faut que les musulmans acceptent ou autres aussi ou les là il parle des libéraux. Il faut que les libéraux acceptent que c'est pas parce qu'il est musulman qu'il a fait ça, quoi. Ouais, c'est ça, enfin en tout cas en partie. Okay. Lui, il est souvent confronté à des gens qui expliquent que c'est uniquement des raisons politiques et qui ont un discours de toute façon, quelqu'un de mauvais aura toujours fait quelque chose de mauvais, tu vois. Oui, d'accord. Et quelqu'un de bon fera toujours des choses bonnes. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué comme débat parce que genre c'est vrai que il faut rentrer dans le détail. Ça se débat, oui, etc. Mais tu vois, genre ça se débat. Moi, je suis souvent de l'argument de genre un idiot, tu vois, un mec genre paumé et violent, etc. Il trouvera toujours l'idéologie ou les raisons mentales qui vont le pousser à être paumé et violent, tu vois. Et après, il se trouve que la religion qu'il avait la religion qu'il avait à disposition et qui lui permet de faire ça, ou la plus accessible pour lui, c'était peut-être l'islam ou autre, tu vois. Mais de fait, c'était un connard, tu vois. Mais c'est-à-dire que Samaris dit que pas tout le temps. Des fois, il trouvera pas. Et donc, je suis d'accord avec toi, ça se débat. Hein.
Mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Et d'ailleurs, il dit un grand nombre de ces personnes qui ont l'indignation facile ne sont même pas musulmanes et rendent le genre de discussion que Sam Harris et Maajid Nawaz ont très difficile. Et d'ailleurs, vous pouvez taper Sam Harris Ben Affleck dans YouTube pour voir Sam Harris recevoir une leçon de morale par Ben Affleck rempli de prot pour son rôle de Batman. Je vous recommande chaudement cette vidéo, elle est assez magique. Il se fait défoncer par Ben Affleck qui a un peu l'indignation facile. Donc Maajid parle de ce qu'il appelle la trahison du libéralisme. Mais par contre, moi je suis d'accord avec toi sur l'indignation facile, enfin avec lui. Ouais. Parce que moi ça me gêne beaucoup parce que ça stérilise le débat, quoi. Ben, en fait, ça. À partir du moment où quelqu'un s'indigne, bah juste le débat est le public a perdu, en fait. Tout le monde a perdu. Et c'est pour ça que la vidéo de Ben Affleck, elle est bien, parce que genre en gros, il commence à parler avec Bill Maher, qui est d'accord avec lui, le présentateur là, connu. Et Ben Affleck, il part direct en couille. Ouais. Direct. Ouais, et il puis... fait mais qui êtes-vous pour je sais pas quoi, ouais. Et ça part direct en couille et ça coupe le dialogue en fait. Oui, c'est ça. Et même après Sam Harris, il dit des trucs qui ont été reprochés et qui après il a fait bah en fait non, juste je me suis vénère et c'est pas ça que je pensais. Mais tu vois, ça envenime le débat tout de suite en fait. Oui, c'est ça en fait, c'est que oui, ça envenime le débat, ça fait pas avancer et c'est un point important parce que je trouve qu'on est aujourd'hui dans une société où on a de plus en plus l'indignation facile, c'est-à-dire que les sujets sur lesquels les gens considèrent qu'ils ont le droit de s'indigner ou de hausser la voix, ouais. Ou d'être un peu violent ou d'être un peu agressif ou de perdre en élégance dans un débat, ouais. Ils sont de plus en plus fréquents, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a tout maintenant sur tout n'importe quoi, genre tu parles de l'égalité homme-femme, bah, très rapidement on peut te tomber dessus. Ouais. Tu parles des religions, très rapidement on peut te tomber dessus. Tu parles c'est et c'est dommage parce que c'est dommage, quoi. Mais du coup, ouais, et Majid, donc là, il parle des libéraux qui ont l'indignation facile. Il les appelle la gauche régressive, donc c'est un mot qu'il a inventé. Et donc il dit que selon lui, c'est des racistes à l'envers, c'est-à-dire qu'ils pensent que les minorités comme lui sont débiles et donc ont très peu d'attentes vis-à-vis d'elles. Il dit que ces gens-là, donc la gauche régressive, ont une espèce de fétiche oriental et ils aiment bien empêcher les musulmans qui, comme Majid, voudraient réformer les choses, de le faire. Et eux, par contre, donc la gauche régressive, se permet bien sûr de remettre en question les moindres détails de sa propre culture occidentale, tout en empêchant les musulmans de critiquer la leur, au nom de l'authenticité culturelle. Et donc les personnes pour lesquelles Majid s'inquiète le plus, c'est les musulmans féministes, gays ou ex-musulmans, qui sont complètement ignorés par cette gauche régressive qu'il décrit. Et donc si t'es un musulman qui challenge l'islamisme, cette gauche-là va te percevoir comme pas assez authentique, ne remplissant pas les critères de leur fétiche oriental, et ils vont chercher à promouvoir des vrais musulmans purs et authentiques. Et ça, je trouve que j'aime bien ce concept du racisme inversé venant d'un musulman réformateur qu'on empêche en fait de faire son travail. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Après, on rentre dans un niveau. Enfin, moi, je me rends pas compte. En tout cas, c'est peut-être aux États-Unis, c'est comme ça. Ou peut-être en France, mais tu vois, je me rends pas compte que les gens de gauche, je suis d'accord que peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont un fétiche un peu pour l'Orient et du coup qui sacralisent un peu les trucs de non. C'est aux US là. Donc, c'est ça. Ouais, donc peut-être qu'on peut retrouver des choses en France, mais peut-être moins. C'est vrai que souvent quand tu parles d'une minorité, tu vas vouloir prendre l'archétype un peu de cette minorité, quoi. Et du coup, les franges de la minorité en question, tu vois, elles sont d'un peu délaissées et tu dis genre je considère lui, oui. Tu vois. Non mais bien sûr, bien sûr. Mais enfin je trouvais ça, voilà, je trouvais que le concept était bien nommé. Ouais. Donc Sam Harris va poser la question à Nawaz quand on dit un fondamentaliste. Mais après, vas-y. En fait, tu vois, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce que tu sais, les gens de droite ils disent aux gens de gauche en France, ils disent, enfin les bolos de droite ils disent aux gens de gauche, oui vous êtes islamo-gauchiste. Ah oui, c'est vrai. Et en fait j'ai l'impression que derrière le vocable islamo-gauchiste c'est ce qu'évoque Sam Harris, c'est genre c'est Majid qui dit c'est ça. Ce qu'évoque Majid, est que c'est des gens qui ont ce racisme inversé, tu vois. C'est ça, ouais. Peut-être. Donc, en gros, les gens qu'on qualifie d'islamo-gauchistes, c'est en gros, on leur dit, oui, vous fétichisez un peu les musulmans c'est ça, et vous les empêchez de se réformer en vous intéressant que à... C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, c'est un peu ce qu'il dit. Bon, après, oui, c'est ouvert à débat. Ouais. Donc Harris demande à Nawaz, pour lui, quand on dit un fondamentaliste en anglais,
Dans le christianisme, c'est quelqu'un qui va considérer que les écritures ont une origine divine et qui serait à considérer au sens littéral. Ça, c'est un fondamentaliste. Et donc Samaris, il demande à Mahajid, mais si on prend cette définition, à ce moment-là, tous les musulmans sont des fondamentalistes, car ils croient que le Coran est la parole littérale de Dieu. Ouais. Ou du moins, dans les la moitié, comme on a vu. Voilà, dans les proportions données par les sondages. Et donc il dit, Mahajid, aide-moi. Et donc Mahajid, il répond, attention à 2 erreurs. La première erreur, c'est de prendre une photo de l'islam aujourd'hui et de penser qu'il a toujours été comme ça et qu'il le sera toujours. Pour rappel, il n'y a pas de clergé en islam. Historiquement, il y a eu par exemple les Mu'tazila, qui n'insistaient pas que le Coran était la parole littérale de Dieu. Ils étaient assez proéminents jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Et ça, c'est déterminé par des raisons politiques et pas par la force des arguments. Ils ont été battus par les Ash'ari, dont la croyance était la nature incréée du Coran. Donc incréée, c'est quand c'est directement la parole de Dieu. Donc ça, c'est la première erreur. Pas prendre de photos aujourd'hui. Et la deuxième erreur, c'est se concentrer sur ce qu'on pense que le texte dit, sans se concentrer sur une méthode d'interprétation. Il dit qu'aucune approche, quand tu lis un texte, n'est sans méthodologie. Même ce que Sam Harris va appeler le littéralisme, donc c'est-à-dire lire les mots de façon hyper littérale, et ce que Mahajid va appeler la lecture vide, donc en anglais vacuous reading, ça a une connotation péjorative en anglais, hein, voilà. Il dit que même la lecture littérale est une méthodologie en fait. Par exemple, même si on prend le sens littéral d'un passage et qu'on trouve un autre passage qui semble contredire ce premier passage, bah en fait ça requiert une méthodologie en fait. Et donc Mahajid il dit, mon but c'est pas de devenir un guide religieux, mon but c'est surtout de montrer qu'il existe pléthore de manières de voir les choses et d'interpréter. Quilliam est une organisation laïque, donc celle qu'il a fondée, hein, mais ils encouragent les travaux d'imams qui montrent la variété des interprétations possibles. Ah, c'est intéressant. Donc son deuxième argument, c'est de dire que même si tu considères que ton texte sacré c'est la parole directe de Dieu, et que du coup et que voilà, il faut l'appliquer tel quel. La manière dont tu l'appliques tel quel est sujette à interprétation parce que c'est ce que tu comprends du texte, quoi. Ouais, et en fait, lui, il se promouvoir en fait le fait que tu peux avoir plusieurs interprétations. Et il va expliquer pourquoi c'est intéressant de faire ça. Mais forcément, Samaris lui répond « Ok, mais le texte n'est pas infiniment élastique. On peut pas conclure qu'être un bon musulman, c'est manger autant de bacon et boire de l'alcool autant que possible. La vérité est que la plupart de nos valeurs modernes sont contraires à ce qu'on pourrait trouver dans les écritures chrétiennes, judaïques ou musulmanes. L'attirance pour le littéralisme est évidente. Si je vais au restaurant et que je commande un homard frais, je m'attends à avoir un homard frais. Pas à ce que le homard frais soit un concept qui change avec le contexte. Peut-être que c'est une noix fraîche. Si c'est difficile à imaginer pour son dîner, c'est probablement encore plus difficile à imaginer pour un livre qui décrit comment il faut se comporter dans la vie. Quel gros troll, ça marrant. Si on dit que le bacon c'est pas grave, ok, elle a bien, mais il y a quand même des sujets graves comme l'apostasie, par exemple. Tu vois. Et donc là, après il a raison. Il marque un point. Et Majid répond, par exemple sur l'alcool, le mot en cause est khamr, donc K-H-A-M-R. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Les Hanafites, qui est une école d'interprétation sunnite, disent que ça veut dire vin de raisin. Et donc pour eux, tout le reste est autorisé. Encore une fois, c'est pas pour dire que cette vision est plus valide que les autres, c'est juste pour dire qu'il y en a plusieurs en fait. Et ici, on constate que les Hanafis ont une approche très littérale en fait. Tu vois. Par opposition, il y a une doctrine qui s'appelle Qiyya et qui propose de procéder par analogie juridique, dire ok, ça veut dire du vin, mais on comprend que ça fait référence à être intoxiqué en général. Et donc, il y a d'autres doctrines qui vont dire j'ai pas le droit d'être intoxiqué en général. Oui, d'accord. En fait, c'est qu'il y a une profondeur d'interprétation qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on pense, quoi. Exactement. C'est vrai que c'est intéressant ce truc-là. Les mecs ont pris l'interprétation juridique. Oui. Ils sont chauds, hein. On n'y pense pas, tu vois. Ouais. Mais d'accord, non, mais c'est intéressant de se dire et que du coup, en fait, vu que tu as une telle variété d'interprétation, tu peux avoir une énorme diversité dans la pratique de l'islam finalement. Exactement. Et il rajoute les Hanafites répondent ok, mais pourquoi les compagnons du prophète buvaient-ils alors des boissons fermentées dans ce cas, et ainsi de suite, tu vois. Enfin, voilà. Et donc Majid insiste sur la pluralité, quoi. Putain, c'est prise de tête quand même. Ouais, non mais moi je trouve ça stylé. Mais son taf de réformateur, c'est ça, c'est de dire les gars, en fait, il n'y a pas une seule vision, en fait. Et c'est ce qu'on verra en conclusion, mais voilà. Et autre exemple intéressant sur l'apostasie, c'est il dit qu'il y a un hadith, donc je sais pas si tu vois ce que c'est, les hadiths, c'est pas le Coran,
c'est des gens qui ont reporté les dires du prophète. D'accord. Voilà. Et donc c'est des textes sacrés aussi. C'est marrant parce que hadith ça veut dire discours en arabe. Ah d'accord, bah voilà. On apprend des trucs. Discours aux conversations. Et du coup, les hadiths, bah il y en a qui sont plus ou moins stylés en fait, d'après ce que je comprends. Genre si c'est genre un bête de compagnon du prophète qui a écrit, c'est stylé. Ouais. Et si c'est la cousine du frère, de la sœur, de machin, tu vois, qui a entendu dire que je sais pas quoi, bah il est moins stylé, tu vois. Okay. Voilà. Donc ça c'est les hadiths. Et il y en a un qui dit quiconque change sa persuasion, tue-le. Donc ça c'est pour l'apostasie. Et quelques hanafite, donc là c'est encore des hanafite, mais c'est un hasard, disent que ça ne peut ne pas vouloir dire tuer les apostats en fait, puisque change ta persuasion peut vouloir aussi dire quitter, ça peut aussi dire quitter ou entrer en islam, donc c'est débile. Et donc ils essayent de le remettre en contexte dans le Coran, qui dit aussi il n'y a pas de compulsion dans la religion. Et donc il dit bah peut-être que la première phrase là, quiconque change sa persuasion tue-le, faisait référence à une trahison politique. Avant ils étaient 10 pelés et donc c'était une tradition, et aujourd'hui ça va, ils sont 1,6 milliard, donc tu peux quitter l'islam. Et voilà, dialogue encore une fois sur l'apostasie, tu vois. Ok. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant de se dire que voilà, il peut y avoir une telle diversité d'interprétations et que du coup c'est pas monolithique, et que du coup même si tu veux avoir une interprétation, même si tu considères que il faut le prendre littéralement, le sens que tu sors du littéral peut être extrêmement varié. Ouais. Mais du coup ça devient, je suis d'accord, mais du coup ça complexifie énormément l'appréhension de l'islam par les décideurs publics ou par les non-musulmans, quoi. Parce que tu dis genre, vu que c'est pas monolithique et que n'importe qui peut interpréter, et que t'as une telle élasticité d'interprétation, genre c'est extrêmement chiant pour une personne extérieure à ça de se dire tu vois. Mais je te le fais en avance en fait, parce qu'en fait le but de Mahajid, on n'a pas parlé, mais le but de Mahajid c'est de promouvoir en fait le fait qu'il y a plusieurs interprétations, et donc il pense que ça va mener à un respect pour la laïcité, c'est-à-dire bah, tout le monde respecte ses religions, ses différentes interprétations, et que ça va mener au libéralisme en fait. Donc c'est son but en fait, c'est de montrer qu'il n'y a pas, c'est pas un bloc monolithique, voilà, et de promouvoir ça, parce qu'effectivement c'est pas un bloc monolithique en fait. Voilà. Et donc enfin moi je trouve ça toujours intéressant de discuter, enfin une fois je pense que je t'avais déjà raconté, j'ai discuté avec mon chauffeur Uber, qui s'était arrêté devant chez moi, on a discuté pendant 1 heure du Coran, et il m'a appris plein de trucs, et donc typiquement il m'a dit bah pour lui le fait de couper la main des voleurs, en fait ça veut pas dire tu voles une pomme pour nourrir ta famille, on te coupe la main, ça veut dire bah celui qui est un gros connard et qui détourne des milliards d'euros et qui les vole aux pauvres, bah, lui il mériterait qu'on lui coupe la main, tu vois. Et voilà, et c'est rigolo je trouve, tu vois, de discuter avec les gens, en fait, voir les différentes interprétations qu'il pourrait y avoir. Et justement, enfin là tu peux peut-être afficher, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être le seul que ça fait kiffer. Mais en fait, ça, c'est une carte qu'on affiche qui montre les différentes écoles de jurisprudence en islam dans le monde. Et en fait, du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet vraiment de voir qui aura tendance à croire de façon homogène et qui aura tendance à pas croire tout à fait comme les autres. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu vois qu'en Afrique du Nord, c'est ce qu'on appelle les Malikites. Donc ça voilà, ils vont avoir peut-être tendance à croire un peu la même chose. En Afrique de l'Est, ça va être... en Afrique de l'Est et en Malaisie, Indonésie, c'est les Chafites. Tu vois qu'en Arabie Saoudite, c'est les Hanbalites, qui sont, si je crois bien, c'est à peu près la même chose que le wahhabisme, le hanbalisme. Je peux me tromper. Tu vois que tout ce qui est Moyen-Orient, c'est tout ce qui est hanafite. Et je trouve ça hyper intéressant en fait, de voir sur une carte les différentes, on va dire, écoles de jurisprudence. Voilà, tu vois que en Iran c'est les chiites jafarites. Il est trop content. Tu vois, non mais tu vois, je sais pas si ça le fait trop kiffer qu'ils soient jafarites. Ils sont jafarites. Et je sais pas si t'avais déjà vu ce genre de carte. Je trouve ça intéressant quoi, de voir en fait que c'est un monde en fait, avec une vraie richesse en fait et une vraie pluralité en fait. Voilà. Un autre truc qui m'avait amusé dans le bouquin, c'est que Majid et son organisation là, ils ont émis une fatwa contre l'État islamique. Donc ils ont fait venir des imams et ils ont fait émettre une fatwa. Et en fait, une fatwa, je savais pas ce que ça voulait dire. En fait, littéralement, ça veut dire réponse ou éclairage. Et dans l'islam, c'est un avis juridique donné par un spécialiste de la loi islamique. Ok.
Voilà. Et donc j'étais allé sur un site pour voir où les gens pouvaient demander des choses et des spécialistes pouvaient émettre des fatwas. Et les gens demandaient des trucs marrants, genre je sais pas, je fais beaucoup d'argent en vendant des trucs sur le Bon Coin, est-ce que j'ai le droit, tu vois, d'après le Coran? Et t'avais un spécialiste qui émettait une fatwa et qui disait oui, alors pour le Bon Coin, tu peux faire comme ci, comme ça, comme ça. Ah, une fatwa, c'est genre une sorte d'interprétation de la jurisprudence, quoi. C'est ce que j'ai compris, ouais. C'est genre c'est un éclairage. C'est un éclair. Voilà. C'est genre comme quand tu vas voir un avocat, tu dis je veux un conseil juridique sur la légalité Exactement. de telle opération. Exactement. C'est la fatwa, quoi. Donc c'est pas forcément une condamnation. Okay. Donc je savais pas, c'était marrant. Et donc là, l'organisation, elle a demandé à des imams, à des experts de condamner de l'islam, de dire voilà, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que la religion islamiste, Exactement. qu'est-ce que la religion musulmane dirait de l'État islamique. C'est ça. Et ils ont dit oui. Et ils ont dit oui, non. Oui, les textes ne cautionneraient pas. Exactement. D'accord. Et donc c'est marrant. Et il dit la fatwa a 3 avantages. Donc fatwa c'est mieux que pas de fatwa. Donc si l'État islamique fait consensus, c'est pas bon, évidemment. Voilà. Et en plus il dit il faut remonter la barre parce qu'on peut pas recevoir des félicitations si juste on dit que tu mérites pas de mourir, sinon on est trop bien bas. Donc ça c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est il dit c'est une sorte d'échappatoire parce qu'en général, si tu veux te faire sauter, faut quand même être sûr à 100% de ce que tu penses. Et donc même si t'es un petit doute à 1%, ça peut éviter pas mal de cas. Donc la fatwa c'est pas mal. Et en plus ça réassure le mainstream, comme ça les gens se... C'est de la com. Oui, monsieur et madame, tout le monde se demande pas pourquoi les musulmans condamnent pas l'État islamique. Enfin, t'as une fatwa, quoi. Mais c'est marrant parce que c'est quand même une notion relativement juridique, je trouve. Ouais. Et tu sais, dans la loi, enfin le système juridique, je m'y connais pas bien, mais il est quand même bien fait. T'as genre une cour d'appel, une cour de cassation, etc. Donc t'as plusieurs strates qui jugent de l'application de la loi. Et genre qui juge si la fatwa elle est vraiment. Alors je t'avoue, je sais pas qui c'est les mecs sur le site que j'ai trouvé qui émettaient des fatwas. Genre... Non mais déjà qui c'est les mecs, et est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus qui dit parce que tu vois, genre en l'occurrence le système légal, genre plein de fois, t'as un jugement qui est cassé, par exemple, par la cour de cassation qui a jugé que genre l'application de la loi a été mal faite, etc. Mais là ils ont pas de clergé en fait, justement. C'est ça. Donc là c'est chacun y va de sa bolosserie, genre. Non mais après le fait qu'ils aient pas de clergé aussi, c'est un outil pour Mahajid pour vendre le pluralisme aussi. Ouais. Ça serait moins facile avec les cathos où en fait c'était une question, tu demandes au pape, quoi. Ouais. Voilà. Et donc Samaris il va raconter une histoire d'Ébar où il est à un mariage où il rencontre un juif orthodoxe et il lui demande qu'est-ce que tu penses des vers barbares dans les livres de l'Ancien Testament, donc dans le Lévitique et le Deutéronome, donc les livres préférés de Samaris. Et il demande que doit-on faire d'une femme qui n'est pas vierge le jour du mariage? Doit-on vraiment la lapider jusqu'à sa mort sur le perron de son père? Donc déjà Samaris, tu vois, genre je sais pas si j'aimerais être son compagnon de conversation à un mariage, tu vois. Mais le juif orthodoxe lui répond que c'est dans le contexte de l'époque en fait et ça ne s'applique pas aujourd'hui. Et puis rajoute-t-il, il faudrait un conseil religieux et on n'en a pas aujourd'hui. Et donc Samaris lui demande, ok, mais si le Messie arrive, parce que tu sais, les Juifs ils attendent le Messie. Ouais. Parce qu'il est vraiment relou. Hein. Si le Messie arrive, comme tu l'espères, voilà, il rétablira sûrement le conseil religieux. Et dans ce cas-là, que se passerait-il? Donc tu vois, il lâche pas le steak, tu vois, Samaris. Et donc le Juif orthodoxe lui avoue que si le Messie était amené à revenir, alors oui, même si nous mortels ne voyons pas la sagesse de ce geste, il faudra effectivement lapider une femme non vierge le jour de son mariage. Et que nous, mortels, on ne comprend pas à quel point c'est une obscénité de faire ça devant le Messie. Et donc, en gros, Samaris, au-delà du fait que l'histoire était rigolote, il se dit inquiet de ce genre de comportement. Voilà, ça n'a pas grand rapport avec le livre, le plan du livre, mais je trouvais ça marrant. Et je trouve que ça revient un peu aux histoires de gradation, quoi, dont on parlait tout à l'heure, où le mec ici, tu vois qu'il il s'est construit genre une histoire dans sa tête pour réussir à être un bon juif orthodoxe, mais à quand même pas faire les trucs hardcore qui sont dans l'Ancien Testament, tu vois. Ouais, mais ouais, d'accord. Mais après c'est un peu fallacieux, Samaris, parce que si le Messie arrive, peut-être qu'aussi il réactualisera ses propos, tu vois. Et donc peut-être qu'il sera en mesure de mettre en place un conseil religieux, mais peut-être qu'aussi qu'il modifiera ce qu'il a dit à l'époque, puisque c'était pas. Oui, bon, voilà, c'est pas ce qu'il dit. L'autre, il dit si le Messie arrive, oui, à ce moment-là. Oui, mais là, c'est que l'autre, il est un peu con, tu vois. Non, mais il aurait pu lui dire peut-être que le Messie peut évoluer aussi, tu vois. Genre, le Messie, peut-être qu'il dira autre chose, tu vois. Il dira bon, maintenant c'est obsolète, tu vois. On change un peu. Je suis d'accord.
Bon, alors ça c'est donc là je vais conclure le bouquin. Donc Mahagid au final il parle de l'effet Voldemort. Il dit que ne pas nommer les choses en ne désignant pas ce qu'on combat, donc en l'occurrence ici l'islamisme, donc en ne le distinguant pas de l'islam, ça c'est pas cool. Ça l'aide pas dans son combat. Quand on dit il faut abattre l'idéologie de l'État islamique sans la nommer, donc sans dire il faut abattre l'islamisme, même le djihadisme d'ailleurs, on crée l'amalgame selon Mahagid. C'est ensuite très facile pour les islamophobes de s'engouffrer dans la brèche et de dire il faut abattre l'idéologie de l'État islamique, c'est-à-dire l'islam. Voilà, ce qui est faux. Donc c'est une erreur de dire l'extrémisme que Al-Qaïda a inspiré. Il faut dire l'extrémisme qui a inspiré Al-Qaïda, et cet extrémisme, c'est l'islamisme. Et pour conclure, Harris dit si je comprends bien, le premier challenge, avant tout, c'est la laïcité. Mais beaucoup de musulmans associent ça à de l'oppression, car dans la plupart des pays musulmans, c'est soit un État avec islamisme, soit un État séculaire, mais avec un leader un peu fort, voire carrément dictateur. Mahagid dit oui, c'est un challenge, mais c'est pourquoi nous devons continuer à promouvoir le pluralisme des idées, qui mènera, c'est ce qu'on a dit, à la laïcité, et qui mènera au libéralisme. Et Samaris conclut en disant c'est un beau projet. Mais non, je trouve ça vachement intéressant comme dialogue, mais je trouve ce qui peut-être manque dans le discours de... Comment il s'appelle, Mahagid ? Ouais. Ce qui manque peut-être dans son discours, ou peut-être qu'on lui a pas posé la question, c'est qu'il dit ok, on peut pas prendre une capture d'écran à un instant T du monde musulman parce que c'est pas représentatif. Ouais. C'est un monde extrêmement diversifié, comme on l'a constaté, et pluraliste, et aussi c'est un monde qui a vachement évolué depuis sa création en 600 ans, machin, à l'Hégire, tu vois. Du coup donc déjà c'est dynamique et c'est pluraliste, et du coup prendre un screenshot c'est pas bien de tirer des conclusions à partir de l'état du monde musulman à un instant T. Donc ça je suis d'accord, mais par contre tu pourrais faire des moyennes et de dire depuis la création de l'état musulman il y a 1400 ans, en moyenne on a constaté que c'est plutôt une religion qui a des implications politiques très fortes. Tu peux dire c'est plutôt une religion qui s'immisce dans le quotidien des gens. Enfin, il y a deux trucs, c'est que tu peux faire déjà une approche moyenne et tu peux faire une approche comparée aussi par rapport à d'autres religions. Et je pense que ça peut-être sera l'objet d'un deuxième bouquin, tu vois. Mais ça, ce serait intéressant aussi pour faire pour un peu mieux aussi juger la religion musulmane, de la comparer déjà à d'autres religions, et aussi d'avoir une vision moyenne, de se dire que quand même peut-être en moyenne c'est une religion qui s'est quand même vachement immiscée historiquement dans le quotidien des gens. C'est une religion qui a des visées politiques. Peut-être qu'il y a des petites régions où c'était pas le cas, où il y a des sous-mouvements où c'était pas le cas. Mais les mouvements qui ont eu du succès et qui ont marché et qui ont eu beaucoup d'adeptes, voilà. En fait, lui, effectivement, ça l'intéresse pas d'avoir ce genre de considération. Le truc qui ressort souvent de ce genre de débat, effectivement, c'est de dire, oui, si tu compares, je sais pas, le christianisme, où en gros, c'est l'histoire d'un hippie qui s'est fait crucifier. Si tu compares les jaïnistes en Inde qui font gaffe quand ils marchent dans l'herbe à pas écraser des insectes, c'est peut-être différent d'une religion où y avait un leader fort, qui peut-être avait des velléités de conquête et tout. Et donc il y a des différences dans les religions, effectivement. Et donc ça, peut-être que cette différence-là, en fait, ça va pas aller dans le bon sens pour Mahagid, mais au contraire, on a vu qu'il y avait des choses qui allaient dans le bon sens. Typiquement, le fait qu'il y ait une pluralité d'interprétations possibles. Là où, par exemple, chez les catholiques, c'est pas possible parce qu'il y a un pape et c'est lui qui décide. Voilà. Et donc, je dirais que, alors, tout n'est pas symétrique, tout n'est pas égal, mais dans des religions, tu vas trouver des choses qui vont te faciliter le travail pour aller vers le libéralisme et des choses qui vont moins te le faciliter. Voilà. Et donc, dans l'islam, c'est pareil, il y a des choses qui te facilitent et des choses qui te rendent la tâche un peu plus difficile, quoi. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec ça. Et je suis d'accord que, par exemple, l'aspect pluraliste, ça te donne potentiellement plus de facilité si tu veux pousser la légalité et la laïcité et le libéralisme. Mais tu vois, je me fais un peu l'avocat du diable et je me dis, genre, les gens qui un peu s'opposent à l'islam ou qui s'opposent aux musulmans ou qui considèrent qu'il prend trop de place aujourd'hui, ils peuvent te dire, par exemple, voilà, j'ai fait une analyse j'en sais rien, tu vois, c'est un propos totalement fictif que je crée. Mais ils peuvent te dire, genre, voilà, j'ai fait une analyse historique et je constate que historiquement, les courants qui fonctionnent dans le monde musulman, c'est des courants assez belliqueux, c'est des courants assez prosélytes, et que du coup, c'est une religion qui n'est pas similaire aux autres et qui potentiellement doit être combattue parce qu'elle est
par essence, même si elle est plurielle par essence, par essence, ce qui fonctionne dans cette religion-là, ce que je constate historiquement, c'est des trucs un peu belliqueux, un peu prosélytes. C'est des trucs qui vont à l'encontre de la séparation de l'Église et d'État. Et c'est un argument valide pour moi. Alors oui, mais ça, c'est des choses que je pense que Samaris pense, en fait. Et peut-être que là où il a évolué, en fait, sur ce genre de choses, c'est que, en fait, Magid l'a convaincu que... l'histoire, c'est pas forcément d'avoir raison ou quoi sur ce genre de sujet-là, c'est comment en fait tu fais mieux, comment tu progresses, comment tu fais évoluer les mentalités, et finalement de faire admettre aux gens qui veulent se voiler la face et dire non, il n'y a aucun rapport entre certains actes extrémistes et les vues religieuses des gens qui les commettent. En fait, c'est pas si intéressant que ça, quoi, finalement, d'aller au bout de ce débat-là. Pour Magid, qui, lui, s'attaque, qui a une stratégie, on va dire, qui, moi, me semble plus saine, quoi, en fait. Ouais, non, mais après lui, enfin, il est beaucoup plus expert que nous, mais en fait, ce que j'ai l'impression que Magid, il a un peu une vision idéaliste ou positive du truc. Il se dit, si je pousse les aspects intéressants de cette religion, enfin les aspects qui moi me semblent favorables, donc si j'insiste sur l'aspect pluraliste, si j'insiste sur machin, et je définis bien les choses, etc., au bout d'un moment, en faisant tout ce travail là, ça va générer de l'adhésion dans le monde musulman et ailleurs, et ça va pousser la laïcité, etc. Donc c'est une vision, à mon sens, qui est assez belle, mais qui est assez soft, on va dire. Mais tu vois, tu peux avoir une vision qui est un peu plus rude, en fait, qui peut dire, genre, je me place dans la position, je sais pas, d'un homme politique ou j'en sais rien, qui doit dire, ok, moi, quelle est ma position par rapport au monde musulman, tu vois. Il peut se dire, ok, j'adhère à la position de Magid, je fais un peu du soft power, etc. Et je pense que dans 10, 15, 20 ans, ça va marcher. Ou tu peux dire, tu peux avoir une position beaucoup plus rude, tu vois. Tu peux dire genre un peu la position de Samaris à la base, mais apparemment il a changé d'avis, qui est de dire voilà, je considère sur la base de tel, encore une fois c'est fictif, j'en sais rien, tu vois, sur la base de tel aspect, que c'est une religion qui est potentiellement pas très compatible avec mes idéaux, et que du coup il faut que enfin pas nécessairement que je la combatte, mais il faut que je mette en place tel tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord. Après, c'est pas des choses qui sont incompatibles. Enfin, c'est toi, tu parles de faire un constat. Magid, je pense qu'il parle plus d'un plan d'action, en fait. Donc, non, c'est pas forcément incompatible. Oui, c'est vrai. Et puis, justement, enfin, le truc qui a séduit Samaris aussi dans son dialogue avec Magid, il le répète souvent, c'est que il dit que Magid, c'est un interlocuteur honnête. En fait, c'est-à-dire que c'est le premier à dire oui quand il y a un problème et à le reconnaître. Et donc ça c'est cool aussi parce que ça peut en fait faire le lien entre les deux personnes qui, enfin ce que tu racontes là, ça peut créer du lien, créer un dialogue en fait entre des personnes qui peut-être avant ne se parlaient pas en fait. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai que moi je suis plutôt dans le constat de dire voilà, mais je suis pas dans la mise en place d'amélioration. C'est ça. Alors que Magid il dit voilà de pousser d'insister sur ce genre de concept intrinsèque au monde musulman, ça permettra de alors que c'est vrai que moi j'ai pas trop de solutions à part de dire tu vois. Yes. Ok. On s'arrête là. Yes. Ok, vas-y. Oh le bâtard.